Einen wunderschönen guten Abend und willkommen in Je diesem vous souhaite Auditorium. la bienvenue, bonne soirée ici dans cet Mein auditoire. Name, ich warte noch einen m'appelle, Augenblick, damit Sie die Kopfhörer Donc aufsetzen j'attends können. pour vous donner le Mein temps Name de ist mettre les Christina Nord. écouteurs. Je m'appelle Christine Nord. Ich arbeite für das Goethe-Institut Donc in je travaille Brüssel. pour le Ich bin da Goethe-Institut ici à zuständig für die Bruxelles, Programmarbeit, nicht nur in compétent Belgien, pour les sondern für programmes, pas uniquement en Südwesteuropa, für Belgique, mais diverse aussi pour Länder. Und ich l'Europe freue du mich Sud sehr, et Sie hier l'Ouest. begrüßen zu Et donc je können suis ravie de vous zu accueillir diesem ici Abend. Der pour erste notre Abend ist in soirée, einer la Reihe von première Abenden, soirée insgesamt pour une 4. série de Die Termine finden Sie conférences-débats. dort. Donc il y en a 4 en tout, vous Eine allez Reihe voir les dates unter ici dem Titel affichées. Von Gutenberg zu De Steve Jobs, Gutenberg jusqu'à Geschichte und Steve Wandlung Jobs, des Histoire et Lesens. Es Métamorphose ist de eine la Reihe, die sich an lecture. einer C'est Schnittstelle une auffällt, interface wo unterschiedliche Bereiche où zusammenkommen. il y a Einmal die différents domaines, Neurowissenschaften und die les sciences Kognitionswissenschaften, neurologiques zum et des anderen die um communications sich d'une greifende part, et Digitalisierung aussi le und zum numérique, dritten l'ère numérique, neue et Einsichten über die troisièmement Natur aussi des les Lesens connaissances und die Rolle, die de la unser Gehirn nature, beim de la Lesen lecture spielt. et le cerveau qui Es joue un ist rôle eine important gemeinsame pour la Anstrengung, die wir lecture. hier C'est un unternehmen effort commun und que ich nous möchte allons deswegen entreprendre dem ici. Team, Et den donc, unterschiedlichen Partnern, les die équipes, diese les Veranstaltung möglich partenaires, gemacht haben, ganz, ganz je herzlich voudrais leur danken. remercier pour le soutien. Zum einen ist es ein Projekt, Et das im d'une Rahmen part, des c'est un Deutsch-Französischen projet Kulturfonds qui est stattfindet organisé par und ohne dessen le Fonds großzügige culturel Unterstützung wäre es franco-allemand überhaupt gar nicht et erst sans le möglich soutien gewesen. généreux de ce Ich möchte fonds, on ne ganz pourrait herzlich pas danken der organiser les Université conférences Catholique de débats. Louvain, Je voudrais aussi remercier in l'Université catholique deren de Louvain, Themenjahr Monde Numérique USC, diese Veranstaltungsreihe qui stattfindet. effectivement Und nous ich möchte accorde ganz la besonders meinen possibilité Dank d'avoir les aussprechen an Frau auditoires. Xavier Et Lucas, Madame Xavier die uns Lucas, mit je den vous remercie organisatorischen vivement Fragen, die parce wir hier qu'elle vor Ort nous a haben und hatten apporté und haben werden, le behilflich soutien war und ist und sein wird. Vielen d'organisation Dank dafür. pour ces Mein conférences ganz débats. Merci herzlicher Dank beaucoup. gilt der Je französischen remercie Botschaft, aussi dort ganz l'ambassade besonders Joachim française, Muet, unter Joachim dessen Muet, Projektleitung diese et lui, il Veranstaltungsreihe était stattfindet. les Mit anderen directeurs de Worten, ohne den projet es diese pour Veranstaltung nicht faire ce gäbe. Vielen conférence-débat. Dank, Sans lui, Joachim. évidemment, Und la natürlich manifestation n'était pas dem possible. Joachim, merci beaucoup. Verantwortlichen Et puis für aussi Kultur und les Wissenschaft an der responsables pour la französischen culture Botschaft, et la relativ neu in science, Brüssel. Ein qui est très herzliches nouveau à Willkommen. Bruxelles. Herr Bienvenue Bertrand à Fauque. Bruxelles. Schließlich Monsieur möchte ich Bertrand der Fauque. Alliance Française danken. Et puis je Vor remercie allen Dingen aussi Jean-Claude l'Alliance Crespi, dem française, Jean-Claude Direktor der Alliance Crespi, le Française in Brüssel, directeur de und cette Corinne institution, Pellet, et seine Corinne Pellet, Mitarbeiterin, und son last but not assistante, least, et der puis, deutschen last but Botschaft, not least, dort besonders Florence Lamont und l'ambassade Dorothea allemande, Beger. Dorothée Béga, et Ich möchte natürlich malheureusement, je auch n'ai pas entendu le premier nom. den Teilnehmenden heute Abend Et ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen dafür, dass sie merci die aux Reise auf sich participants genommen haben, in ici. zwei Fällen, dafür, Donc, dass sie sich vous die Zeit avez nehmen. fait Die un Vorstellung long der voyage, vous Teilnehmenden prenez wird votre die temps Moderatorin et notre Françoise Massuy animateur übernehmen, Françoise Massuy gleich im Anschluss. présentera les Und trois mir orateurs bleibt tout de jetzt noch suite zu sagen, après ma herzlichen présentation. Dank, Merci Laurent beaucoup Coin, Laurent herzlichen Coin, Dank Johanna merci Rimmele, Johanna herzlichen Rimmele Dank Marie et van merci Reybrouck, Marie dass van Sie sich, Reybrouck dass que Sie vous hier êtes sind, ici dass Sie prêts uns mit Ihren à Einsichten présenter vos instruieren connaissances und pour nous weiterführen instruire et werden. pour Danke. nous faire évoluer dans ce monde numérique et de la métamorphose de la lecture. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence qui inaugure le cycle des conférences sur la lecture numérique. Alors nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 experts. Laurent Cohen, venu de Paris, Johanna Rimmele, venue de Francfort-sur-le-Main en Allemagne, et Marie van Reybrouck de Louvain-la-Neuve, Belgique. Ces 3 experts ont en commun d'essayer de comprendre comment ça se passe dans notre cerveau lorsque nous lisons ou lorsque nous écoutons pour comprendre un message. Alors, comment va se dérouler cette conférence-débat? En 3 temps. Premier temps, la parole est aux experts pour présenter une idée forte. Deuxième temps, la parole est à vous, public, donc je vous invite à écouter attentivement ce qui va être dit auparavant pour pouvoir rebondir. Troisième temps, la table ronde entre les 3 experts à partir des questions que vous auriez posées et qu'ils pourraient développer. Alors je vais tout de suite passer la parole à nos 3 invités en leur demandant tout d'abord de se présenter brièvement en 1 minute, si c'est possible. La parole est à vous. Monsieur Cohen? Moi, je m'appelle Laurent Cohen, je suis neurologue. C'est mon seul vrai métier. Et puis, par ailleurs, je fais de la recherche, notamment sur les mécanismes cérébraux de la lecture, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris.
Mein Name ist Johanna Rimmele. Je suis Johanna Rimmele, chercheuse à Francfort-sur-le-Main, à l'Institut Max Planck d'esthétique empirique. C'est un nouveau institut. Comme je dis, c'est pour l'esthétique empirique. Il y a aussi le musicien, le linguiste et le neurologue qui travaillent. Je suis de ma profession psychologue. Je travaille aussi sur les différentes bases, le traitement neurophysiologique et aussi la perception linguistique. Et je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, bonjour, mon nom est Marie Van Heerbroek. Je suis professeure ici à la faculté de psychologie à l'Institut de recherche en sciences psychologiques. Et j'enseigne et je fais de la recherche dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et les troubles qui y sont associés au niveau développemental. Merci beaucoup pour cette présentation brève. Et maintenant, je vous invite à présenter une idée forte, la substantifique moelle de vos travaux, de vos recherches, mais de relever le défi de le faire selon le modèle bien connu de ma thèse en 180 secondes. Mais vous avez plus que 180 secondes, vous en avez 300, voire un peu plus si nécessaire. Donc je vais vous demander, Monsieur Cohen, peut-être de commencer entre 5 et 8 minutes pour présenter l'idée forte que vous avez envie de faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors je vais devoir parler extrêmement vite. Je vais juste me... Pardon ? Oui, non, je plaisante, je ne vais pas parler trop vite. Il y aura des images, donc je pourrais même ne rien dire. Donc je vais me présenter en illustrant un peu le genre de choses que je fais sur la lecture, que moi et d'autres faisons, mais illustrer cette approche. Comme je vous ai dit, moi je suis neurologue, donc j'aime bien commencer par l'histoire d'un patient qui a été décrit en 1892 par un neurologue parisien qui s'appelait Jules Desgerines. Et ce patient, eh bien, c'est une magnifique publication, mais en résumé, dans les mots de Desgerines, c'est un monsieur qui s'est réveillé un matin et qui, alors le malade s'aperçut brusquement qu'il ne pouvait plus lire un seul mot, tout en écrivant et en parlant très bien et en distinguant aussi nettement qu'auparavant les objets et les personnes qui l'entouraient. Donc il a perdu dans l'espace d'une nuit toute capacité de lecture, alors que tout le reste de son intellect marchait bien, il pouvait lire, il pouvait écrire, parler, comprendre ce qu'on lui disait, reconnaître visuellement les visages, les objets, etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut perdre sélectivement la capacité à lire à la suite d'un accident qui, après la mort du patient, Desgerines a localisé à une partie bien particulière de son cerveau, sur le dessous de l'hémisphère gauche, en arrière. Et donc, on peut perdre la capacité à lire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce patient, avant son accident, avait dans son cerveau une machine à lire, qui ne servait que à ça, puisque l'ayant détruite, eh bien, il a perdu la lecture et uniquement la lecture. Et là, c'est un peu paradoxal, parce que d'où vient cette machine ? Quand nous venons au monde, quand un enfant vient au monde, il vient au monde avec un cerveau qui est à peu près le même que le cerveau d'un enfant qui est né il y a 20 000 ans. Et il y a 20 000 ans, il n'y avait pas de lecture. Autrement dit, l'enfant naît sans cette machinerie de la lecture et il se retrouve à l'état adulte avec une machinerie spécialisée pour la lecture qu'ensuite, éventuellement, il peut perdre à la suite d'un accident. Alors, quelle est l'histoire de cette machine à lire qu'on a dans la tête quand on sait lire ? C'est une triple histoire, en fait. Il y a 3 histoires enchâssées les unes dans les autres. La première histoire, c'est l'histoire biologique, c'est l'histoire de l'évolution darwinienne. Parce que pour être capable de lire, il faut que notre cerveau soit équipé dès le départ avec 2 systèmes qui sont premièrement le système visuel. Alors évidemment, si on est aveugle, on peut passer par d'autres systèmes à la place, mais dans la situation habituelle, eh bien, il faut qu'on ait un système visuel. Et notre système visuel est à peu près le même que le système visuel de beaucoup d'autres animaux, comme les singes, etc. Il y a une deuxième chose dont on a besoin comme héritage naturel, c'est un système de langage, puisque la lecture n'a de sens que comme manière de noter le langage. Donc ça, c'est l'histoire biologique, qui est la première phase. Et puis, il y a à peu près 5000 ans, on entre dans un autre type d'histoire, qui est une histoire culturelle. C'est-à-dire, il y a 5000 ans, il y a des gens qui, à différents endroits, inventent l'écriture. Autrement dit, ils inventent une nouvelle manière d'établir un lien entre la vision et le langage, de rendre des petits morceaux de langage visibles sous forme de lettres, de caractères. Et à l'intérieur de cette histoire culturelle, eh bien, on va voir l'éclosion, l'invention de très nombreux systèmes d'écriture différents qui noteront les sons, les syllabes, les mots de différentes manières.
qui en fait se ressemblent tout un peu, mais sont quand même assez variées vues en premier abord. Et puis, ça c'est bien beau, mais s'il n'y a que ça, on ne sait pas lire. Pour apprendre à lire, il faut qu'il y ait une troisième histoire, qui est l'histoire individuelle, l'histoire de l'apprentissage, l'histoire qui est la vôtre quand vous allez à l'école, quand vous êtes petit et que vous apprenez à lire. Et donc il y a cette triple histoire qui aboutit à la formation de cette machine à lire qui a été endommagée dans le cerveau du patient de Dejerine, par exemple. Alors, pour voir rapidement comment le cerveau fait, en gros, pour lire un mot, eh bien, on peut voir les choses de la manière suivante. Il y a plusieurs étapes. La première étape de la lecture, évidemment, c'est la vision. Le mot entre dans vos yeux comme n'importe quelle image d'objet, de table, de chaise entre dans vos yeux. Il entre donc dans ce qu'on appelle le système visuel cérébral. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'anatomie du cerveau ici, mais à tout hasard, je dis que tout l'arrière du cerveau, là c'est l'avant, là c'est l'arrière, tout l'arrière du cerveau sert à la vision. Hein ? L'arrière en bas, ça sert à reconnaître les objets, au sens large, un fauteuil, une table, un visage, etc. Et arrière en haut, ça sert à localiser les choses dans l'espace, plutôt. En tout cas, la première étape, c'est vous voyez un mot, c'est un objet comme un autre, il doit être analysé par votre système visuel. Que fait votre système visuel ? Eh bien, ce qu'on lui demande de faire, c'est d'identifier les lettres que vous avez devant vous et dans quel ordre elles sont rangées. Devant le mot maison, votre système visuel va vous dire c'est un M, un A, un I, un S, un O, un N. Quelle que soit la manière exacte dont c'est écrit, en majuscule, en minuscule, peu importe. Ce qui compte, c'est d'arriver à l'identité abstraite de ces lettres. C'est un M, un A, etc. Une fois que c'est fait, eh bien, la vision a fait son travail, et c'est le deuxième système qui entre en jeu, c'est le système du langage. Qu'est-ce qu'on demande à notre système du langage de faire à partir de ces lettres identifiées ? Il va faire deux choses en parallèle. D'une part, quand cette suite de lettres correspond à un mot que vous connaissez, maison, ce que vous voulez, eh bien, vous allez récupérer dans votre mémoire tout ce que vous savez sur ce mot, ce que ça veut dire, comment ça se prononce, etc. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire avec des lettres. La deuxième chose que vous pouvez faire avec des lettres, c'est, quelle que soit cette suite de lettres, même si ce n'est pas un mot que vous connaissez, eh bien, vous pouvez transformer les lettres en sons. Dire, ah, ça, si je vous montre un truc du genre chaloubaf, que vous n'avez jamais vu, vous allez dire, ah, ça doit se prononcer chaloubaf, parce qu'il y a un C et un H, ça se prononce che, un A, ça se prononce A, un L, ça se prononce L, etc., etc. Et donc, identification des lettres, et puis ces deux voies de lecture, l'une passant par la récupération en mémoire, et l'autre par la transformation des lettres en sons. Et d'où est-ce qu'on sait que, en gros, ça marche comme ça, à part, disons, la logique ? C'est les pannes du cerveau. Je vous ai donné l'exemple du patient de Dejerine 1892. Ce patient avait une panne de la première phase, la phase visuelle de la lecture, c'est-à-dire que ne pouvant plus reconnaître les lettres, ipso facto, tout le processus de lecture était bloqué dès le démarrage. Donc, il ne pouvait rien lire du tout. Mais il y a d'autres variantes de troubles de la lecture qu'on peut avoir après des accidents ou des lésions cérébrales diverses et variées. Et par exemple, cette voie de récupération dans sa mémoire de ce qu'on sait à propos des mots peut être endommagée dans certaines maladies qui touchent d'autres régions du cerveau. Et quelqu'un qui a ce type de problème de lecture-là, eh bien, qui oublie ce qu'il sait sur les mots, eh bien, il va être capable de lire des mots réguliers parce qu'il saura encore appliquer les règles habituelles de correspondance entre lettres et sons. Si vous lui montrez le mot maison, il va dire ça doit se lire probablement maison ou maison, quelque chose comme ça. Mais un mot irrégulier, comme le mot yacht en français, qui se prononce d'une manière tout à fait bizarre, il va dire je ne sais pas ce que c'est, ça doit se prononcer yacht, je suppose. Voilà. Pareil pour la dernière grande partie dans le système de la lecture, c'est-à-dire la manière, les règles de transformation des lettres en sons. Ça aussi, ça peut tomber en panne de façon sélective. Passons là-dessus. Et puis, évidemment, ça c'est le cœur de la lecture, mais il y a plein d'autres systèmes cérébraux qui chapeautent un petit peu tout ça, qui contrôlent tout ça. On a besoin, évidemment, de pouvoir porter son attention sur les bonnes parties de l'espace pour pouvoir lire, etc. Et on peut aussi avoir donc des pannes de la lecture, des anomalies de la lecture, à la suite de difficultés avec ces systèmes de supervision des processus de lecture. Et tous ces processus se déroulent dans le temps. Je ne sais pas si je peux faire démarrer ce truc. Non. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Il y avait un beau film, là, que vous ne pouvez pas voir, en couleur, etc., où on voit que la mise en route de ces trois systèmes, en gros, ça prend 200 millisecondes. Un cinquième de seconde, il se passe à peu près 200 millisecondes entre le moment où vous voyez
un peu plus, un mot qui arrive, qui entre dans le système visuel, puis qui se propage dans les régions du langage, qui s'occupent des deux aspects de langage dont je vous ai parlé. Alors, pour dire, dans tout ça, le point sur lequel moi j'ai particulièrement travaillé, c'est la phase numéro 1, c'est-à-dire les systèmes qui, dans le cerveau, servent à reconnaître les lettres que vous voyez essentiellement et dans quel ordre elles sont rangées. Et si on zoome un petit peu sur cette région-là, eh bien, en fait, cette région, comme je vous ai dit, c'est sur le dessous de l'arrière du cerveau, eh bien, cette région qui sert à reconnaître les lettres n'est qu'une petite pièce d'une mosaïque de régions qui ont chacune leur spécialisation. C'est-à-dire, dans cette partie du système visuel cérébral, il y a une région qui est spécialisée pour reconnaître les visages. Si elle est endommagée, vous ne reconnaîtrez pas les visages, même des gens que vous connaissez très bien. Une autre région qui sert à reconnaître les lieux, une autre région qui sert à reconnaître des parties du corps, des objets, etc. Et puis là-dedans se met en place, à un endroit bien précis, toujours au même endroit, une région qu'on a baptisée la Visual Word Form Area, bon, avec Stanislas Dehaene, on l'a baptisée comme ça, qui est toujours au même endroit et qui, elle, sert à reconnaître les lettres. Alors évidemment, comme à la naissance, personne ne sait lire et qu'il y a des gens qui n'apprennent jamais à lire, eh bien c'est une région qui, d'une certaine manière, doit se spécialiser au cours de l'apprentissage de la lecture. Et ce que vous voyez là, c'est des activations cérébrales, c'est de l'IRM fonctionnel, c'est une des techniques d'imagerie cérébrale. Eh bien, vous voyez que chez des enfants qui savent lire, qui ont 9 ans, eh bien, vous voyez que la tache verte, c'est la tache qui est activée spécialement quand on leur montre des mots écrits. Et on voit qu'elle est à un endroit différent de la tache rouge, qui est activée quand on voit des visages, qui est à un endroit différent de la tache jaune, qui est activée quand on voit des maisons, etc. Voilà cette mosaïque une fois mise en place. Maintenant, la même mosaïque chez des enfants de 6 ans, avant qu'ils n'aient appris à lire, eh bien, vous voyez que cette région spécialisée pour la lecture, qui est là en vert, eh bien, elle n'existe pas. Il n'y a pas un trou dans le cerveau, mais cette région n'a pas acquis cette spécialisation pour la lecture. Alors, ça c'est juste un exemple que cette région est toujours au même endroit, dans l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère du langage habituellement, et elle est toujours exactement au même endroit, à quelques millimètres près. Alors, ce que vous voyez là, c'est une petite fille qui, avant d'apprendre à lire, a été opérée de l'hémisphère gauche et à qui on a retiré la région, notamment un bout de cerveau qui contient cette région de reconnaissance des lettres. Comme c'était avant qu'elle n'apprenne à lire, eh bien, elle a quand même très bien appris à lire, mais avec la région symétrique dans son hémisphère droit. Donc d'habitude, c'est à gauche. Chez les enfants, ça peut, il y a encore la possibilité que ça s'organise de manière un petit peu atypique et que ça aille dans l'hémisphère droit. Alors, comme vous voyez, on peut étudier ça chez les adultes, avec un accident ou sans accident. On peut étudier ça chez les enfants, qui ont un développement normal, ou chez les enfants dyslexiques qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture. On peut aussi étudier ça chez des adultes, lettrés ou illettrés. On a comparé comme ça le fonctionnement cérébral d'adultes lettrés, qui ont appris à lire dans leur enfance, d'adultes illettrés, du même milieu social mais qui n'ont jamais appris à lire, et également une situation intermédiaire qui sont des adultes ex-illettrés, c'est-à-dire des adultes qui n'ont appris à lire pas très bien qu'à l'âge adulte. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de différences dans le fonctionnement cérébral et que notamment, c'est la chose la plus évidente, la plus prévisible, cette fameuse région de reconnaissance des lettres que vous voyez là, dans le dessous de l'hémisphère gauche de ces patients, eh bien, selon que vous êtes plus ou moins lettré, très compétent, totalement illettré, et puis des situations intermédiaires, eh bien, cette région va s'activer ou ne pas s'activer, ou s'activer plus ou moins quand on vous montrera des phrases. C'est juste un exemple, il y a un impact plus large. Ce qui est intéressant, et je crois que c'est qu'on peut aussi comparer les lettrés et les illettrés, pas sur la manière dont leur cerveau s'active avec une méthode, par exemple, d'IRM fonctionnelle, mais on peut aussi comparer l'anatomie de leur cerveau. L'anatomie du cerveau avec aussi des méthodes d'imagerie anatomique, une utilisation anatomique de l'IRM. Et ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, toujours vers là, il y a la région qui sert à reconnaître les lettres, que je vous montre depuis le début. Les régions du langage sont plus en avant, plus en haut dans l'hémisphère gauche.
Et il y a des faisceaux de connexion qui sont là représentés en couleur, des faisceaux de fibres qui connectent ces systèmes entre eux. Et comme je vous ai dit, pour la lecture, c'est très important de pouvoir bien connecter la vision avec le langage. C'est l'essence même de la lecture. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a un de ces faisceaux, le faisceau que vous voyez ici en jaune. Eh bien, ce faisceau, si on compare les gens qui savent lire et les gens qui ne savent pas lire, eh bien, ce faisceau est, disons, mieux organisé anatomiquement. Sa structure est meilleure, c'est un terme non technique, chez les gens qui savent lire que chez les gens qui ne savent pas lire. Et comme vous voyez, les gens qui ont appris à lire à l'âge adulte eh bien, sont dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire que bien qu'ils n'ayant appris à lire qu'à l'âge adulte et pas très bien, eh bien, on peut quand même mesurer une modification de l'anatomie de leur cerveau. Et je crois que c'est la dernière image que j'avais prévu de vous montrer, c'est pour illustrer le genre de choses qu'on peut faire dans ce domaine. Merci. Un tout grand merci, Monsieur Cohen. Et j'invite Johanna à présenter. Monsieur Cohen nous a donné beaucoup de matière à réflexion et à des questions, mais nous allons d'abord écouter Madame Johanna Riemele. Donc je vous invite à mettre vos casques et pour les derniers arrivés à mettre le GSM en mode avion. Merci. Hallo, können Sie mich alle hören? Ich forsche, wie gesagt, zur gesprochener Sprache. Donc, moi, je m'occupe de la langue parlée et des processus neurologiques. Et donc, je vais vous parler de cette perspective et donc notamment ce qui est le lien avec la lecture. Donc, il faut savoir que dans l'évolution, au niveau de l'évolution des enfants, le langage est un vieux processus, comme le dessin, par exemple, alors que la lecture est un phénomène nouveau. Et donc, la lecture numérique à laquelle on est confronté maintenant est encore beaucoup plus nouvelle. Évidemment, dès qu'on peut se demander si éventuellement on pourrait avoir aussi mieux voir certains mécanismes ou au moins avoir un autre accès. Et donc, une fois qu'on regarde le traitement de langage, à ce moment-là, on a des systèmes d'input et on a des systèmes centraux. Donc, tout d'abord, input, c'est le texte, donc dans un texte visuel, donc pour la lecture, et donc les signaux auditifs, évidemment, donc dans un contexte pour pouvoir comprendre le langage. Et donc, ça signifie que le système d'input est différent, et donc, mais les systèmes centraux sont les mêmes, c'est-à-dire que les systèmes centraux, ce sont par exemple donc des éléments donc de combinaison, donc des systèmes hiérarchiques, par exemple la syntaxe dont on a besoin, et donc à ce moment-là évidemment donc il y a des éléments communs entre la lecture et d'autres éléments. Maintenant, comment va-t-on traiter cet input que l'on reçoit? Eh bien, il faut d'abord segmenter. C'est important, et donc à ce moment-là donc voilà, il y a le signal acoustique. On constate que en fait donc, il n'y a pas d'infos correctes. Donc, on ne sait pas exactement dès le départ où une syllabe commence, où un mot commence et où il se termine. Donc, cela deviendra encore, évidemment, plus clair. Ici, ce texte est difficilement lisible pour nous. Eh bien, normalement, une fois qu'on a des espaces, etc., on travaille avec des majuscules, etc., à ce moment-là, évidemment, on utilise des éléments externes qui vont nous permettre de créer ces segments et de plus rapidement reconnaître ces segments-là. Et donc, c'est peut-être aussi, évidemment, il y a aussi les mouvements des yeux, par exemple, qui jouent un rôle dans le cadre de la segmentation. Maintenant, quid dans la langue parlée, à ce moment-là, on n'a pas d'incitant externe au niveau de la segmentation, mais donc à ce moment-là, on a quand même des processus neurologiques qui sont très importants parce qu'à ce moment-là, on est confronté à un signal continu. Et donc à ce moment-là, on part du principe qu'il y a des oscillations qui sont à ce moment-là utilisées pour créer la segmentation. Donc, simplement dit, ce sont des changements, des variations dans le rythme qui vont donc avoir des conséquences sur les populations de neurones. Et donc, une fois qu'on regarde le signal qui se trouve à droite, donc j'ai dit, voilà, il n'y a pas d'incitant très clair pour la segmentation, mais malgré tout, il y a quand même des variations qu'on peut constater, notamment dans donc l'énergie,
contenu dans le signal acoustique. Donc vous voyez, donc il y a des pointes, il y a des zones plus basses, et donc on a constaté que dans le cortex auditif, ce que vous voyez en bas, en fait, il y a cette oscillation donc, qui représente justement, donc, qui suit en quelque sorte les oscillations. Et donc à ce moment-là, on peut constater que effectivement, donc c'est autorisé de procéder à une telle segmentation. Donc comme ça, on n'entendrait pas, on ne comprendrait pas, mais avec l'oscillation à ce moment-là, donc ces variations spectrales, donc variations énergétiques, nous permettent à ce moment-là de faire la segmentation, de bien comprendre les différentes syllabes, et donc à ce moment-là de les traiter, de les transformer, et donc d'aller consulter notre lexique. Cela signifie que nous avons donc différents systèmes d'input, nous avons des systèmes centralisés dont on se sert, et c'est important évidemment donc il y a aussi des liens entre les deux. Donc, d'une part, évidemment, donc, les aspects anatomiques, les liens anatomiques, mais donc aussi les aspects temps. C'est-à-dire que le système d'input doit bien évidemment aussi donc, utiliser le même format pour pouvoir fournir et recevoir des infos. Et donc, cela signifie à ce moment-là, donc là, il y a une limite qui se crée pour les transferts entre les deux. Donc, en guise de conclusion, donc, la lecture et la langue parlée ont le même objectif parce qu'il s'agit de donner des infos. Il y a des différences dans le traitement de l'input. Et donc, une autre question, évidemment, quand on parle d'une lecture numérique, etc., quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce qu'il faut plus de capacité de mémoire? Est-ce qu'il y a des différences dans la vitesse? Est-ce qu'il faut avoir d'autres capacités, d'autres skills? Et quand on pense à la lecture numérique, il y a plein de possibilités, évidemment, plein de possibilités de présenter. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que la lecture est finalement un processus très nouveau dans l'évolution, et qu'à ce moment-là, évidemment, donc, ce qui est lecture numérique est quand même calqué sur la lecture traditionnelle, et donc on peut se demander est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités. Donc, c'est un peu où je suis un peu provocateur à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres moyens de lire? Merci beaucoup à Johanna Rimmele, et merci à l'interprète qui a dû faire ce travail, qui est assez technique de traduction. Alors la parole est maintenant à Marie van Heybroek, et qui elle aussi va nous parler de l'apprentissage de la lecture. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage de la lecture avec un focus sur le tout démarrage de l'apprentissage de la lecture par les enfants qui démarrent en première primaire. Et je vais essayer de vous présenter quelques éléments en faveur du fait que c'est un apprentissage qui est réellement complexe pour les enfants. Tout d'abord, j'aime bien présenter ceci parce que souvent les enfants ont les yeux pétillants quand ils vont démarrer l'apprentissage de la lecture. Et je pense que c'est important qu'ils aient un attrait pour la lecture, parce que ce qu'ils vont apprendre est effectivement complexe, parce que c'est quelque chose qui va leur demander une certaine capacité de décentration par rapport à leurs habitudes de pensée. Donc, par exemple, si je vous demande ici, qu'est-ce que l'enfant de maternelle répondrait à la question « Quel est le mot qui a le nom le plus long ?» Est-ce que c'est une baleine ou un papillon, à votre avis ? Plutôt la baleine. En fait, l'enfant réfléchit en termes de sens et il ne réfléchit pas du tout en termes de son à l'intérieur des mots. Et donc, c'est quelque chose qu'il va devoir faire finalement dans l'apprentissage de la lecture, commencer à réfléchir aux notions abstraites que sont les lettres et les sons. Alors, on a vu tout à l'heure, avec la présentation de mon collègue, qu'on peut, face à un mot écrit, avoir deux systèmes de lecture. À gauche, la voie d'adressage. Retenez que c'est quand l'enfant a le mot dans son lexique, il va le chercher directement dans son lexique, dans sa banque de mémoire de mots écrits. Et à droite, on a la voie d'assemblage qui consiste à transposer chaque lettre en son son correspondant. Et après, on peut accéder au sens et éventuellement lire le mot à voix haute. Alors, dans l'apprentissage, un élément qui est vraiment essentiel, c'est ce décodage, et donc la procédure, la voie d'assemblage, parce qu'on considère que c'est le moteur de l'apprentissage. Donc, l'enfant va devoir décoder les mots
et décoder tous les nouveaux mots qu'il rencontre avec ce système de passage de la lettre au son. Et à force de décoder plusieurs fois un même mot, il va pouvoir mettre ce mot en mémoire et donc l'avoir dans sa banque de mots écrits. Donc cette étape de décodage est vraiment essentielle. Elle sous-entend une première étape qui est la compréhension de ce qu'on appelle le principe alphabétique. Le principe alphabétique, c'est le fait que l'enfant comprenne le système. Dans notre langue, on associe chaque lettre à un son et il faut pouvoir faire cette transposition. Pourquoi c'est important, cette compréhension du principe alphabétique? Il y a certains contextes scolaires dans lesquels on n'enseigne pas le principe alphabétique et où l'enfant va devoir l'apprendre par lui-même. Et on a pu démontrer dans certaines recherches que si on explique à l'enfant le principe, il développe beaucoup plus vite la lecture. Alors l'importance du décodage, comme je vous ai dit, ça permet de mettre en mémoire les mots. Et cette mise en mémoire des mots permet finalement l'automatisation de la lecture. Si l'enfant l'a en mémoire, au lieu de passer X secondes à décoder chaque lettre, il va directement récupérer le mot. C'est une procédure rapide qui est automatisée et ça, c'est vraiment essentiel pour accéder à la compréhension de ce que l'enfant lit, pouvoir gérer des textes plus longs et même des phrases. Le décodage sous-entend de connaître les correspondances entre chaque lettre et chaque son. Et cet apprentissage-là des correspondances lettres-sons, en fait, est complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que les correspondances sont nombreuses. Donc, il y a 26 lettres et correspondances entre lettres-sons, mais en français, on est dans une langue plus complexe à apprendre au niveau de la lecture, puisqu'on a des inconsistances. Donc, le fait, par exemple, qu'on apprenne le A, ça, c'est le son A. Mais si on se retrouve avec dimanche, c'est plus le son A et pays non plus. Et donc, toutes ces inconsistances par rapport à la règle de base sont des difficultés dans l'apprentissage pour les enfants. Un autre élément qui fait que les correspondances sont difficiles à apprendre, c'est la conscience phonologique et le fait qu'au moment où l'enfant apprend à lire, il n'a pas l'habitude d'entendre les sons au sein des mots. Vous demandez à nouveau à un enfant de maternelle ou début de primaire d'écouter et de dire « Qu'est-ce que tu entends dans bateau ?» Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire « J'entends bateau », mais il ne va pas être capable d'entendre les unités plus abstraites et plus fines qui sont les phonèmes, c'est-à-dire le son B, A, T, O. Et donc cette capacité d'écoute des phonèmes ou conscience phonologique est finalement un apprentissage que l'enfant va devoir faire en même temps que la lecture pour arriver à faire la correspondance avec la lettre. Alors il l'utilise même encore davantage en écriture. Si vous demandez à un enfant d'écrire le mot, il est obligé de découper tous les sons pour pouvoir écrire les lettres correspondantes. Un autre élément qui est difficile au niveau de l'apprentissage des correspondances, c'est la discrimination visuelle entre les lettres. Je pense que peut-être on en discutera plus tard. L'enfant a l'habitude de reconnaître des objets, comme ici la chaise, de façon invariante, peu importe que la chaise soit côté gauche ou côté droit, vers le bas ou vers le haut, à l'envers. Une fois que l'enfant commence à apprendre à lire, il va devoir spécialiser sa discrimination et être capable de faire une différence entre un B et un D qui, avant ça, n'aurait pas eu lieu d'être, en fait. Et donc, peut-être qu'on reparlera de l'hypothèse de recyclage neuronal en termes d'activation, de fonctionnement au niveau de l'aire de... Je vous laisserai peut-être en parler plus tard. Bref. Un autre élément de la complexité des correspondances, c'est le fait que les associations sont arbitraires. L'enfant doit apprendre que le son A correspond à la lettre A. Il n'y a aucune raison logique dans ça. Et vous voyez bien certains enfants en début d'apprentissage qui vont confondre une lettre avec un son parce qu'effectivement, il n'y a pas de sens à ces associations. Face à ces difficultés-là, dans certains travaux que j'ai pu mener, on a essayé de voir l'apport d'un support de mémoire pour aider les enfants à apprendre les correspondances. Un premier travail a été de travailler avec les personnages de la planète des alphas. Je ne sais pas si certains connaissent parmi vous. Peut-être pas tout le monde. Donc le principe, c'est que chaque personnage a la forme de la lettre et dans l'histoire chante le son de la lettre. Donc la fusée, elle fait F.
Donc ça permet finalement aux enfants d'avoir un support comme un moyen mémotechnique pour retenir chacune des correspondances. Dans une expérience, on a comparé dans un entraînement avec des enfants de 3e maternelle. Pendant 2 mois, on a fait des petites activités exactement les mêmes, d'une part avec des enfants avec qui on travaillait avec les alphas et d'autre part avec des enfants avec qui on travaillait juste avec les lettres et les sons. Mais les activités étaient identiques. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais ici en dessous, on a les enfants au démarrage avant l'intervention et puis les enfants après l'intervention. Et la ligne bleue correspond aux enfants qui avaient ce que j'ai appelé meaningful phonic. C'est les enfants qui utilisaient les alphas avec un lien de mémoire par rapport à la ligne verte ici, qui correspond aux enfants qui avaient les activités avec les lettres et les sons sans les alphas. Et puis on avait aussi un groupe contrôle qui faisait des jeux de concentration. Donc on voit ici que finalement, en termes de nombre de correspondances qui sont apprises, les enfants en ont appris nettement plus, au moins plus que 10 avec les alphas sur un laps de temps de 2 mois. On a aussi un transfert au niveau de la tâche de lecture. Donc si on demande aux enfants de lire des petits mots, tout simples, ça se transfère aussi au niveau de la lecture. Dans un autre travail, on a travaillé au niveau du geste haptique. Donc, c'est quoi le geste haptique? C'est le fait de faire la forme de la lettre avec le doigt. Et donc, ça met en jeu des mécanismes kinesthésiques. Et c'est basé sur des travaux d'une chercheuse française, Florence Barra, qui a pu démontrer le bénéfice de faire le geste haptique avec des enfants, chez des enfants tout venant. Et si nous, on avait travaillé avec des enfants en difficulté d'apprentissage, des enfants dysphasiques, donc c'était plus des études de cas, il y avait 5 enfants, 3 avec qui on travaillait avec le geste et 2 avec qui on ne travaillait pas. Et ce qui est en vert sur le côté, ça montre qu'au niveau des résultats, les enfants qui ont travaillé avec le geste haptique par rapport aux autres qui n'ont pas fait le geste mais qui ont vu visuellement aussi les correspondances, mais ils ont davantage progressé dans la connaissance au niveau de la lecture, au niveau de l'orthographe, mais aussi au niveau du geste graphique. Donc le fait de faire la forme de la lettre avec le doigt permet aussi d'avoir un meilleur geste graphique par la suite. Alors, au niveau des méthodes d'apprentissage et activités cérébrales, j'avais envie de vous présenter une recherche qui a été menée par un chercheur, Yon Sheva, qui a essayé de voir quel était l'impact d'une approche, d'une méthode de lecture sur les activations cérébrales. Alors, il a travaillé avec des adultes et avec un alphabet artificiel. Donc, si vous voyez ici sur la gauche, ils ont appris à des adultes des mots globalement, comme si c'était une approche méthode globale. Et puis ici, à un autre groupe d'adultes, ils ont appris des mots de leur alphabet artificiel en décomposant, donc comme s'ils faisaient de la correspondance entre lettres et sons. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que suite à l'apprentissage ici d'un côté ou de l'autre, les adultes qui avaient appris avec les graphèmes phonèmes démontraient une activation au niveau hémisphérique gauche, alors que les adultes qui avaient appris au niveau global les mots démontraient une activation au niveau hémisphérique droit. Et donc on voit ici que finalement l'approche qu'on peut donner en termes de méthode d'apprentissage active les aires cérébrales qui sont celles qui sont censées être activées au niveau de la lecture. Un dernier élément ici que nous avons mené, une recherche que nous avons menée ici en IPSI, on a essayé de regarder chez des enfants en maternelle si on pouvait voir déjà une spécialisation corticale gauche avec une technique un peu particulière. En fait, c'est une technique où on présente de façon rapide tous des stimulus et il y a des stimulus bases qui sont des pseudo-caractères. Et à l'intérieur, tous les 5 items, on présente un mot et on a essayé de regarder si, à la fréquence de la présentation de mots, il y a un changement au niveau de la réponse électrophysiologique. Et ce qu'on a pu voir, c'est ici en bas,
quand la performance dans la connaissance des correspondances lettres-sons des enfants en maternelle est reliée à l'amplitude au niveau d'une des électrodes au niveau occipital. Et donc, on peut se dire ici que déjà, peut-être ici aussi vous expliquer, on a regroupé les enfants d'un côté, à gauche, les enfants qui connaissaient déjà des lettres, et à droite, les enfants qui ne connaissaient pas encore des lettres, donc en maternelle. Et on voit que ceux qui connaissent déjà quelques lettres activent déjà au niveau gauche, au niveau occipital. Et donc, on a finalement ici, dans cette présentation, le fait que l'apprentissage de la lecture, c'est complexe pour les enfants. On peut les aider dans l'apprentissage si on donne des moyens mémotechniques, par exemple. Il y en avait deux, mais je vous en ai présenté deux, mais il y en a d'autres. Et on peut voir que déjà très tôt, en fait, le cerveau se spécialise pour la reconnaissance des lettres. Voilà, merci pour votre attention.